Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Canal Algérie. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter cette émission tant attendue, à savoir C'est son show. Et je tiens d'ailleurs à remercier le directeur de Canal Algérie de m'avoir fait encore une fois confiance pour remettre cette émission dans la grille des programmes de Canal Algérie. Une émission, c'est vrai, que vous avez demandé, puisque j'ai rencontré beaucoup de personnes à l'extérieur qui m'ont dit c'est son show, elle s'est arrêtée, on veut la revoir. Et ben voilà, elle revient cette fois-ci pour une nouvelle saison avec des invités prestigieux. On se retrouvera tous les 15 jours, le samedi soir à partir de 21h pour vous faire découvrir des personnalités publiques qui ont beaucoup de choses à nous raconter. Je suis très contente aussi de travailler avec l'équipe HD3. C'est un porte-bonheur, donc merci l'équipe de commencer ce premier numéro de C'est son show. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme. Mais quelle femme! Alors, c'est une femme qui a été longtemps professeure des universités. Elle est aujourd'hui à la retraite, mais elle continue de travailler puisque elle ne s'arrête jamais. C'est vraiment la femme exemple. J'aurais vraiment voulu être comme elle. En tout cas, ça reste mon exemple dans la vie de réussite. Elle, la spécialiste de Mohamed Dib, la spécialiste aussi de Mohamed Khedda. Elle, l'écrivain, l'essayiste, celle qui ne s'arrête jamais. J'ai nommé Madame Najat Khedda. Venez. Bonsoir. Bonsoir. Je vous embrasse. Avec plaisir. Bonsoir Madame Najat Khedda, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ce numéro de C'est son show. Mm-hmm. Je suis vraiment très contente. Et j'ai un petit peu le trac parce que c'est Madame Najat Khedda. On s'était déjà ça fait quand même quelques années. C'était en radio en plus. Oui, tout à fait. Je vous invite à aller vous installer car ce soir ce sera votre show. Allez-y. Allez-y, prenez place. Ça va? Vous êtes bien installée? C'est bien. Alors, encore une fois, merci Madame Najat Khedda d'accepter mon invitation dans cette émission C'est son show. Ce soir, ce sera votre show. Quand je dis votre show, on reviendra sur vous, votre parcours, mais surtout sur vos spécialités. Parce que quand je dis vos, c'est-à-dire que vous êtes spécialiste dans l'œuvre de Mohamed Dib, mais aussi de votre défunt mari, Mohamed Khedda, qui n'est plus à présenter, l'immense artiste peintre qui nous a quittés, sculpteur, et on pourrait en dire des choses sur lui. En tout cas, moi, je voulais vraiment que vous veniez ici parce que, pour ceux qui vous ne connaissent pas, ça m'étonnerait, vous en faites des choses et vous ne vous arrêtez jamais. D'où trouvez-vous cette énergie ? Ma foi, je considère que je n'en fais pas assez. J'ai beaucoup ralenti mon rythme, évidemment, avec l'âge. Mais le travail, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur de façon générale. Et puis, les choses sur lesquelles je travaille sont tellement passionnantes que finalement, c'est aussi un peu de loisir. Mm-hmm. Vous trouvez que c'est du loisir quand même? Ah oui. Parce que nous, on ne le prendrait pas comme du loisir, faire des recherches tout le temps en train de se documenter, voilà, se déplacer dans des expositions, dans des colloques, dans des festivals. Mais plonger dans un texte qui vous passionne, mais regardez, essayez de comprendre l'organisation d'une toile, aller à une exposition, confronter les points de vue, etc. C'est aussi une stimulation de l'esprit. Qui est agréable. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui, par exemple, aux personnes qui peut-être nous regardent aujourd'hui sur Canal Algérie et qui se disent « Oh, moi, lire un livre, ça me prend du temps. Et en plus, je veux tout de suite connaître la fin. Oh là là, lire toute une thèse. » ou voilà. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui ne sont peut-être pas passionnées par la lecture? Mais je n'ai pas grand-chose à leur dire parce que si elles ont ce sentiment-là, c'est qu'on ne les a pas initiées ou qu'on les a mal initiées. Mm-hmm. Parce que dès lors que l'on plonge dans un livre, c'est pas la fin qui est intéressante, c'est le processus c'est ce qui se passe à l'intérieur du livre. Et puis ça peut être très différent quand il s'agit d'un poète, quand il s'agit d'un théoricien, quand il s'agit d'un philosophe, etc. Les plaisirs sont très divers. Mais les personnes qui ne peuvent pas se concentrer sur un livre, je pense qu'il faut en imputer la faute à leur formation. Très bien. C'est ce que vous enseignez, vous? C'est ce que vous avez enseigné plutôt à vos étudiants? Comment aimer la lecture? Comment aimer la littérature? J'ai essayé de les faire participer au cours. Je pense que c'est la façon la plus
la plus évidente en quelque sorte, de les faire rentrer dans le jeu du rapport intellectuel et de les faire participer. Donc je pense que c'est dans ce dialogue avec les étudiants. J'avoue que le rapport pédagogique, pour moi, ça a été quasiment une drogue. Comment étaient justement vos relations, vos rapports avec vos étudiants? Ça, ce serait plutôt à eux qu'il faudrait le demander. Je les ai cherchés, j'en ai cherché, mais c'est-à-dire j'ai pas eu trop le temps de les trouver, mais je voulais vous en ramener ici. D'ailleurs, j'en avais parlé au réalisateur et j'ai dit voilà, il faut que je trouve des étudiants. Malheureusement. Mais tout à l'heure, il y en a une qui est passée. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais elle veut pas passer. Elle veut pas. Mais elle n'a dit que du bien de vous. Non, mais c'est très difficile de ne dire que du bien de moi parce que j'avais la réputation d'être très sévère, d'être un peu intransigeante. Mais souvent, les profs sévères sont les meilleurs. En tout cas, surtout quand il y avait les fameuses licences avec des modules au choix, ne venaient dans mes modules que ceux qui appréciaient ma façon d'enseigner. Mais je pense avoir eu un bon rapport pédagogique avec mes étudiants, sauf que je reconnais que par tempérament, je suis assez distante et que je ne lis pas des intimités. Cependant, quand il y a des exceptions, et par exemple, tout à l'heure, vous allez voir, Madame Berrahi, c'est une ancienne étudiante avec qui, maintenant, je suis d'une amitié, enfin, nous avons lié une amitié de part et d'autre. Vous nous avez déjà révélé la moitié du suspense, hein? Voilà, il n'y a plus de suspense avec Najat Reda. Bon, non, vous me parlez de mes rapports avec les étudiants, mais ceux avec lesquels j'ai gardé des rapports d'amitié. C'est bien, donc vous avez gardé des rapports avec vos anciens étudiants? Avec quelques-uns, oui, avec quelques-uns. J'avoue que ce n'est pas de mon fait, que c'est la plupart du temps eux qui ont fait le premier pas, mais ça, c'est dû à ma froideur, disons, apparente. Vous êtes une femme froide? Excusez-moi de vous poser des questions, parce que dans cette émission, je pose toutes les questions. Après, c'est à vous de vouloir répondre ou pas. Mais est-ce que vous êtes une personne froide? Je ne pense pas, mais j'ai une apparence de froideur parce que, bon, peut-être un peu par timidité, mais surtout parce que j'ai eu moi-même une éducation assez puritaine. Justement, on va y revenir à cette éducation, parce qu'il faut savoir que donc... Vous êtes originaire de Ndroma, enfin vos parents sont originaires de Ndroma, mais vous êtes né au Maroc. Je suis née au Maroc, oui. Et vous avez vécu pas mal d'années au Maroc. J'ai fait mes premières études à Marrakech. Et comment vous vous êtes retrouvée ensuite en Algérie? Alors là, c'est toute une histoire de famille, parce qu'il se trouve que mon père était un militant politique assez actif, et que lorsque, il militait avec les partis politiques marocains de l'époque, il y a eu de très grosses manifestations à Casablanca dans les années 51-52, et mon père a été accusé, pas à tort d'ailleurs, d'avoir été un des fomenteurs de ces manifestations. Donc il a été expulsé du Maroc et ramené en Algérie. Et c'est comme ça que nous avons réintégré l'Algérie et qu'après nous avons fait notre... je pense que mes parents de toute façon seraient revenus au Bercail. D'accord. Mais ils parlaient souvent de l'Algérie, j'imagine, en étant là-bas. Nous passions nos vacances. Les vacances d'été, nous les passions régulièrement à Ndroma, où il y avait mes deux grands-mères, où il y avait toute la famille et où eux se sentaient chez eux, quoi. Très bien. Je suppose qu'ils ont dû quand même être assez sévères avec vous dans le sens où ils voulaient que vous suiviez des études, que vous soyez une personnalité. Est-ce que ce sont eux qui vous ont poussé dans vos études? Alors, mon père, vraiment, je voudrais lui rendre hommage parce que à cette époque, les filles faisaient très rarement des études. Et que lui a toujours traité ses filles comme ses garçons et qu'il a toujours voulu que ses filles fassent des itinéraires et qu'elles soient indépendantes, etc. Et c'est donc lui, enfin c'était je vous ai dit, c'était un militant politique, mais c'était aussi à sa façon un féministe. Oui. Il a vraiment été un défenseur de la scolarisation des filles. Je sais que quand je suis rentrée à l'école, à l'âge de 6 ans, avec mon père, il m'a prise par la main et on est allé faire du porte-à-porte chez les autres Algériens qui habitaient Marrakech pour leur dire, mon père allait plaider la cause et leur dire, moi je vais inscrire mes filles à l'école, faites-en autant.
Et Wow. donc, vraiment, Fallait le faire. il était militant de... quant à ma mère, écoutez, bon, je pense que tout le monde idéalise un petit peu sa mère, mais je pense que c'était un être assez exceptionnel, avec une capacité d'adaptation extraordinaire, parce que elle a navigué, enfin à l'âge de 16 ans, elle a été emmenée au Maroc, ensuite l'Algérie, ensuite la France, retour en Algérie, et toujours dans des milieux qu'elle découvrait et auxquels elle s'est adaptée avec beaucoup de souplesse. D'accord. Donc vous avez eu plutôt une éducation très équilibrée entre les études, l'amour des parents, la protection. Très ouverte. Vous avez eu tout ce qu'il fallait. Très ouverte, une éducation très ouverte, avec surtout quelque chose qui existait assez peu à mon époque, une égalité de traitement sans faille entre les filles et les garçons. Ouais. Et puis, bon, mon père avait... il avait une qualité, c'est qu'il accordait beaucoup d'importance à la scolarisation. Oui. Et il avait le revers de cette qualité, c'est qu'il avait une sorte de dédain pour tout ce qui n'était pas intellectuel. Donc, lorsque les enfants n'étaient pas très bons à l'école, il en souffrait et puis voilà. Très bien. Mais c'était une famille très aimante. Très bien. Alors, on va parler bien sûr, on est obligé d'ailleurs, parce que j'aimerais dire aux téléspectateurs qu'en faisant l'émission C'est son show de Madame Najat Redda, c'est comme si qu'on faisait quelque part un C'est son show à votre époux aussi, Mohamed Redda, qui va revenir souvent dans cette émission. D'ailleurs, ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder ça. في مستغرين بلاد معروفة أعجبني الفن كاين سؤال يطرحوه الفنان اللي ما ينجمش قادر يواجب عليه ولكن العائلة تاعنا سيت يعني عائلة سي لا بوفرتي لا بلو توتال يعني الوالدين كانوا عامين بزوج وعشنا هذيك العيشه تاع مقلالين عجبني الفن. هذا السؤال ما نجمش نواجب عليه. عينين تاع الوالدين الله اعلم. البحر، الالوان، الارض الله اعلم. Alors, ça vous fait quoi de voir Oui, eh ben, écoutez, c'est... et là, vous venez de me parler de ma famille. Et quand j'ai épousé Mohamed Redda, c'était vraiment une famille totalement à l'opposé. Je découvrais franchement cette catégorie sociale. Bon, je savais que ça existait, mais je le savais de façon abstraite. Mais le vivre et savoir par quelles épreuves ils étaient passés, parce que, en fait, ce qu'il n'a pas le temps de raconter ou qu'il n'a pas raconté, c'est qu'il était originaire d'une famille de propriétaires terriens qui ont été dépossédés de leurs terres. Et la misère noire dans laquelle ils sont tombés a été due à cette dépossession, parce que son grand-père et son grand-oncle ont tué le colon qui a pris leurs terres. Oui. Et donc, ils ont été condamnés et à perpétuité, etc. Donc, ça a été l'errance pour toute la tribu, en quelque sorte. Et ils ont vécu d'expédients, vraiment d'expédients. En plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment où lui était adolescent, c'était la misère noire pour toute l'Algérie, mais encore plus pour des familles comme celle-là, parce que son père... travaillait très peu, enfin c'est une histoire très 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 douloureuse. Et sur laquelle on devrait consacrer toute une émission d'ailleurs. Oh là là, mon Dieu, il en faudrait plus d'une, parce que ça embrasse un petit peu la condition de toute l'Algérie à cette époque et d'une catégorie sociale. Oui. Et bon, et ce qui était admirable dans son cas, à lui particulièrement, c'est qu'il s'est construit à la force des poignets, et que d'un point de vue artistique, il a atteint des sommets de modernité qu'on peut difficilement imaginer quand on vient de ce milieu-là. Très bien. Je propose de regarder un deuxième extrait, si vous le voulez, Madame Najat Redda. À vos désirs. On y va tout de suite avec un deuxième extrait.
Monsieur Khadda, vous parlez de la lutte du peuple avec ses hauts et ses bas. Vous parlez d'amour, de passion, d'union et de naissance. Pourquoi éliminez-vous le peuple de vos toiles? Pourquoi éliminez-vous la femme et l'homme de vos toiles? Oui, après une certaine expérience, on s'aperçoit qu'il faut toujours éliminer, élaguer la couleur, élaguer les lignes, de plus en plus, non pas comme un appauvrissement, mais c'est un enrichissement, c'est vers un dépouillement de plus en plus, pas total, que je tente d'aller comme une sorte d'ascétisme. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ce n'est pas si facile que ça. Dans la mesure où c'est non figuratif, d'abord cette peinture, je ne peux pas visualiser ni le peuple, ni la femme. Cependant, chaque fois que j'entreprends une œuvre, j'ai l'impression même, en allant plus profond de moi-même, de traduire peut-être une parcelle de ce qu'est le peuple, ou la femme, ou l'homme. Le spectateur n'a qu'à se promener, si l'envie lui en prend, dans le tableau. Alors, je vous voyais en train, comme ça, vos yeux grands ouverts. Vous ne connaissez pas ce documentaire? C'est très lointain dans ma tête, mais je reconnais très bien à la fois, bien sûr, sa gestuelle et puis sa façon un peu parcimonieuse de parler. C'était quelqu'un qui était, qui avait un souci pédagogique assez accentué. Et puis, comme lui, alors, bon, moi j'ai parlé tout à l'heure de ma timidité, mais elle ne se voit pas, tandis que lui, elle était très évidente, quoi. Et ce qui me frappe là, c'est que je retrouve l'artiste qui est en même temps qu'il crée son art, le réfléchit. Et dans sa génération, ça a été quand même, rare. Disons, l'exception, hein, oui. Ça a été l'exception parce que en même temps qu'il peignait, il avait un projet pour la peinture. Il réfléchissait sur les origines, les horizons, les perspectives, etc. Et il était très préoccupé de façon générale par les problèmes de la culture. D'accord. Mais il y a une question, bien sûr, que je dois poser avant de commencer à accueillir vos invités. Comment vous l'avez rencontré, Monsieur Khadda? Je l'ai rencontré comme tout le monde rencontrait à cette époque-là Mohamed Khadda. Enfin, j'ai été conduite dans son atelier à la faveur du festival panafricain. Il se trouve donc c'était en 69. En 69, tout à fait. En 69, et il se trouve qu'à ce moment-là, bon, Alger était un large champ de fêtes et que les gens. Et puis un jour, enfin, j'étais dans un groupe d'amis et puis quelqu'un a dit eh ben, on se retrouve ce soir chez Khadda. Et bon, j'étais avec deux de mes amis, Ismaïl Abdoun et Melka Alloula, le frère de Abdelkader Alloula, Allah yarhamhum les zouj. Et donc Malek me dit, eh ben, tu viens avec nous, on va... Et c'est comme ça que j'ai atterri dans cet atelier. Et depuis. Et voilà, et depuis. Et que j'ai atterri d'ailleurs dans un monde qui m'était totalement étranger. À la faveur du festival, il y avait un certain nombre d'Africains dont je ne retiens pas du tout, je n'ai pas retenu les noms, mais je me souviens du poète marocain L'Abi, qui était en train de danser. Oui. Je me souviens de Rachid Boujdra, qui était là. Je me souviens d'Ahmed Asghar, qui était là aussi. Enfin, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient des familiers de son entourage. De son entourage, et puis qui étaient dans une sorte de déchaînement intellectuel et créatif qui était assez... C'est-à-dire que vous formiez finalement le noyau des intellectuels, hein. L'atelier de mon mari a été à un moment donné le lieu de rendez-vous. C'est l'atelier qu'on a vu dans les images. Non, celui-ci a été construit par la suite au-dessus de la maison. De la maison. Quand je suis arrivée dans cette maison,
D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une maison qui n'est pas du tout banale, qui a été construite par le grand architecte, peintre aussi, Jean de Maisonseul, et que donc elle a une configuration assez particulière. Et au-dessus de cette maison d'habitation, mon mari a construit dans les années 70 son atelier, celui qu'on voit à l'image. Que j'ai eu la chance de visiter, bien sûr. Que vous avez pu visiter. Mais pourtant, vous n'êtes plus dans cette maison, Madame Khedda. Non, parce qu'il y a eu un projet que j'ai soutenu ardemment, et qui a l'air de se casser la figure, qui était le projet de transformer cette maison en atelier, en musée Khadda, annexe du MAMA. Oui. Et donc il y a eu 4 ministres qui se sont succédés, 4 ministres qui étaient ravis du projet et qui ne l'ont pas fait aboutir, ni les uns ni les autres. Et enfin le dernier, c'était M. Mihoubi, qui m'avait dit que tout était fait, que le dossier était clos, que tout était bouclé, qu'il n'y avait plus qu'à dégager le budget. Il est parti et tout est resté en plan. Donc la maison maintenant, vous l'avez toujours? Je l'ai toujours, mais... Donc c'est pas trop tard, ça viendra peut-être plus tard. Mais je n'ai plus l'âge d'attendre. C'est ça le grand problème. Pourquoi vous dites ça, Madame Khedda? Parce que ça fait 10 ans que je poursuis ce projet et que s'il n'a pas abouti au bout de 10 ans, je ne vois pas par quel coup de baguette magique il va aboutir maintenant. Moi, je l'espère, parce que franchement... D'autant que pour moi, très sincèrement, c'était pour moi le point de départ d'une opération de très grande envergure, où tous les artistes, qu'ils soient artistes peintres, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient théâtreux, etc., aient au moins des plaques commémoratives devant les maisons, devant les lieux où ils ont habité. Comme ça se fait ailleurs. Qu'il y ait un maillage de tout le territoire national, par des noms de rues, par des... Surtout que cette maison, finalement, on va rentrer dans l'histoire de l'art, puisqu'elle en a vu passer des artistes peintres, d'autres artistes, des écrivains. Oui. Il y a beaucoup de ces gens que je viens de citer qui sont venus chez vous à la maison. Oui, Mohamed était très fédérateur et je pense que tous les cinéastes de cette époque sont passés par cette maison, que les artistes peintres, que les kateb, disons que le monde de la culture avait là un point de rencontre, à telle enseigne que Mohamed avait créé une fois par mois Portes ouvertes. Et c'était une opération qui a été ensuite poursuivie par Tahar Tahar. Et c'était une opération qui visait à rapprocher les intellectuels francophones des intellectuels arabophones. Parce que, comme chacun sait, il y avait à cette époque-là en particulier un hiatus très 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 important, vraiment un fossé quasiment. Et les intellectuels des deux langues n'avaient pas de lieu de rencontre, n'avaient pas d'occasion et n'avaient pas le... Et finalement, ça a été vraiment, là aussi, un élément de grande découverte. J'avoue que moi, c'est là que j'ai découvert la poésie de Marzak Bartash, que j'ai découvert un certain nombre d'écrivains de langue arabe, avec lesquels nous avons gardé des liens d'amitié. Voilà. Et puis après, quand mon mari est mort, Tahar Tahar a pris la relève. Et puis maintenant, il n'y a plus de lieu comme cela de rencontre. Malheureusement. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un élément fédérateur et qu'il a beaucoup œuvré pour que le champ culturel, de façon générale, soit harmonieux. Très bien. Alors, on va ouvrir une autre parenthèse, on va fermer celle-ci pour la rouvrir un peu plus tard, parce qu'il est temps d'accueillir vos invités. Mais juste avant d'accueillir votre première invitée, elle va dire, ouais, depuis tout à l'heure, elle dit ça, mais ça va venir. On va regarder un autre extrait, puisqu'on va cette fois-ci rebondir sur, bien sûr, Mohamed Dib. Et je vous invite à voir cet extrait. De cet auteur, c'est qu'il est qu'il est en prise sur la modernité textuelle. C'est un auteur d'une très grande
qui est l'égal de n'importe quel grand auteur de n'importe quelle autre nationalité, parce qu'ils partagent avec eux ce code nouveau, ce code de la littérature nouveau, qui s'est mis en place et dans lequel les plus grands auteurs contemporains écrivent, et où on a des angles de vue qui sont multiples à l'intérieur de la représentation romanesque, où on a des voix plurielles, qui sont complémentaires, contradictoires, qui se télescopent, qui se relayent, et qui créent cet univers kaléidoscopique de la littérature moderne, et même on pourrait dire des arts modernes, et qui fait que Dib est un écrivain qui est éminemment algérien, de par le fond culturel, l'imaginaire collectif qu'il véhicule en lui, et éminemment universel dans la mesure où il apporte quelque chose à cette réflexion universelle sur les arts, à ces techniques modernes d'écriture, et qui fait que c'est un très grand auteur algérien, très grand auteur tout court. Alors, qui est cette femme qu'on vient de voir parler? C'est quelqu'un avec qui j'ai pris un peu de distance parce qu'elle est très, très professorale. Voilà. Donc voilà, heureusement que nos archives existent, Madame Khedda. Hein. Oui. Ça vous fait rappeler de bons souvenirs, j'imagine. Oui, oui, oui. Toujours en train de parler donc de Mohamed Dib. Oui, de beaucoup de Dib, mais aussi des autres. Hein. J'ai travaillé sur Mouloud Feraoun, oui, sur Mouloud sur Kateb Yassine. À vrai dire, c'est cette génération des années 50. Oui, ça je le sais. Mais c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel journaliste ou autre auteur, ils diront tous la même chose, que vous êtes la spécialiste de Mohamed Dib. Eh bien, je suis contente d'avoir gagné cette appellation parce que, franchement, d'abord, c'est un auteur qui vaut la peine, que je pense être le plus grand parmi ses pairs. Bon, parce que des gens comme Kateb, etc., ont eu des itinéraires plus courts. Par sa longévité, par l'importance de sa production, mais également par la réflexion. Je vous disais à propos de Mohamed Khedda que c'était quelqu'un qui associait la réflexion critique au geste de peindre. On peut en dire autant de Mohamed Dib. C'est quelqu'un qui a le geste d'écrire, mais ce geste d'écrire est nourri en permanence par une réflexion, je ne dirais pas théorique à proprement parler, mais par une réflexion critique, par une investigation dans la mémoire profonde, dans la mémoire séculaire, etc., par un souci de rétablissement, de donner ses droits à la culture nationale. Et donc, voilà, ils ont ça en commun. C'est peut-être ce qui m'a rapproché de l'un et de l'autre. Très bien. En tout cas, on pourrait en parler des heures et des heures. Moi, je suis très contente parce que j'apprends avec vous, j'apprends beaucoup de choses et j'espère que c'est la même chose pour les téléspectateurs. Et surtout, j'espère qu'il y a des étudiants qui sont en train de nous regarder ce soir. On va continuer à en parler, bien sûr, mais tout de suite, il est temps d'accueillir votre première invitée. Alors, vous avez choisi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous avez vendu la mèche, Madame Khedda, une de vos anciennes étudiantes, et pourtant, elle aussi, elle a un parcours, puisqu'elle est auteure aussi, elle est professeure à la retraite, professeure universitaire, mais elle fait des choses, elle continue, tout comme vous, à faire des choses, mais elle, beaucoup plus dans le théâtre. Elle dans tout. Elle est multidimensionnelle. Donc, on va l'accueillir tout de suite. Il s'agit de... Afifa Berarhi. Afifa Berarhi, venez. Installez-vous ici. Installez-vous. Merci. Bonsoir, Madame Berarhi. Comment ça va? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de Madame Najat Khedda, parce que comme vous le savez, je rappelle un petit peu le concept de l'émission C'est son show. Moi, je décide d'inviter une personnalité publique et c'est elle qui choisit ses invités. Donc c'est elle qui les invite. Moi, je ne fais que choisir mon invité principal. Donc ce sont ces invités qui vont défiler l'un après l'autre. Alors, pourquoi le choix de cette dame?
Parce que je l'aime beaucoup. C'est une raison suffisante. Oui. Parce que au cours de nos itinéraires qui marchaient en parallèle, se sont à un moment donné rapprochés, et que maintenant c'est très imbriqué et que nous faisons énormément de choses ensemble et que nous avons des affinités à la fois pour certains travaux, mais aussi des affinités familiales et Vous êtes devenus amis, de cœur, tout simplement. Mais vraiment indissociables. Très bien. Alors, ça vous fait plaisir que Madame Nedjet Redda vous ait invité ce soir dans son émission? Faire plaisir, c'est peu dire. C'est peu dire. Je suis vraiment enchantée, honorée, mais je dois dire aussi que ça ne me surprend pas, puisque Najat a toujours eu une pensée pour moi, et comme elle vient de dire, on est indissociable, voilà, et je persiste, donc je suis honorée qu'elle m'ait choisi, mais ça ne me surprend pas. Très bien. Moi, la première question que j'aimerais vous poser, Madame Berelhi, c'est comment elle a été en tant que professeure? Parce que tout à l'heure, elle n'a pas pu me répondre vraiment. Elle a dit il faut poser la question à mes étudiants, et vous êtes en face de moi, parce que vous avez été son étudiant. Oui, tout à fait. Ça remonte aux années étudiantes, c'était en 72, je crois. Écoutez, ce que je retiens, et donc j'ai hérité de cela, c'est sa rigueur jusqu'à l'intransigeance. Et ça nous rebutait un petit peu. Mais c'était en quelque sorte une éducation aussi que l'on recevait. Tout à fait. Donc il y a ça, et puis il y a à côté de cette rigueur aussi cette écoute. Ce n'était pas, il n'y avait pas cette... En tout cas, on ne voyait pas cette espèce de hiérarchie. Voilà. Donc, c'était les deux. C'était l'écoute envers les étudiants, la disponibilité pour les accompagner dans leurs travaux, dans les recherches, etc. Et à côté de ça aussi, il y avait cette rigueur. Alors, il fallait se plier, de toute façon, ça ne se monnayait pas. Vous savez, quand je vous écoute parler, je vous assure, quand je vous écoute parler et que j'écoute parler Nedjet Redda, je me dis, pourquoi je n'ai pas vécu parmi cette génération? Pourquoi je suis venue après? Pourquoi je ne suis pas venue? Pourquoi je ne vous ai pas eu comme prof? Ou vous-même aussi comme professeur. Est-ce que vous avez hérité de ces qualités vous-même en tant que professeur? Est-ce que ce qu'elle vous a enseigné vous a vous-même servi pour être enseignante plus tard? Oh, je pense que oui, l'héritage y est. Lorsque j'ai des échos des étudiants que j'ai eus, bien sûr, ils me décrivent. Et quand ils me décrivent, je dis, mais c'est comme ça que je voyais Najat aussi. Donc, il y a une sorte de transmission, un legs, en tous les cas, dans la façon d'être, dans l'enseignement et dans le rapport avec les étudiants. Très bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Madame Nedjet Redda, vous continuez à vous voir, à travailler ensemble. Par exemple, sur quoi vous avez travaillé ensemble ou vous allez travailler ensemble? D'abord, je dois dire que quand je suis partie en France en 93... À Montpellier? Oui, j'ai enseigné 11 ans à Montpellier, mais au moment où je suis partie, c'était vraiment la période la plus obscure de notre histoire. Et Afifa a pris comme cela, au pied levé, les cours que j'assurais. Elle est allée chez moi parce qu'elle en avait la clé. Elle fouillait dans mes archives. Elle réorganisait les choses. Et si vous voulez, il y a eu une continuité vraiment d'ordre filial. C'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est là d'ailleurs que nos liens se sont vraiment noués de façon indissoluble. Et puis là, depuis que je suis revenue, c'est elle qui me guide dans mes actions, dans mes choix, etc. Elle et d'autres, bien sûr, mais elle, de façon assez... C'est-à-dire que vous la consultez souvent avant de faire quelque chose? Ah oui.
Ah oui, Nous absolument. consultons mutuellement, Mutuellement, n'est-ce pas? Oui, oui. Et on avance ensemble. Oui. Oui. Et je crois qu'on a réalisé Oui. beaucoup d'événements ensemble. Et, Voilà. Et même quand on n'est pas sur le même événement, Ah on oui. se soutient mutuellement. D'accord. Moi, je suis de très, enfin, avec beaucoup d'enthousiasme, ce qu'elle fait pour le théâtre. Oui. Quelque chose que j'aurais Oui. été incapable de C'est- faire. Elle m'a raconté ça dans Oui. les coulisses et franchement, bravo, hein, parce que Oui, vous je êtes pense que c'est donc un bon metteur en chute. scène et plusieurs Non. fois vous avez présenté des pièces théâtrales et pas des moindres. Oui, nous avons commencé avec Molière, Don Juan. Et ensuite, ça a été joué au TNA. Oui, L'année dernière, c'était La Tempête d'Aimé Césaire. oui. Hein, également joué au TNA et ailleurs. Et cette année, on s'aventure, je dis bien ça, on s'aventure sur le Grand Kateb. Oui. Voilà, c'est un gros morceau. Et tout ça, c'est grâce à la troupe du Festa. C'est une troupe qui rassemble des étudiants, des professionnels, des médecins, des techniciens, enfin bref, Très il y a bien. une très grande gamme, mais c'est le théâtre amateur et Très bien. c'est très créatif. Alors, transition toute faite, parce que vous venez d'évoquer un nom qui est celui de Kateb Yassine, n'est-ce pas, Madame Najat Redda? Bien sûr. Alors, je vous propose de regarder toutes les deux ça. Regardez. Libre. Amazir. Amazir. Je m'occupe de mon fils, puis il est tout petit. Je revis un peu mon enfance à travers lui. Je l'ai appelé Amazir, justement. Amazir, en fait, c'est la patrie, c'est le pays, c'est l'homme libre de ce pays. Et rien que son nom, ça sonne déjà d'une manière qui attire l'attention ici en Algérie. ياسين اغسل لي طابليه خاطر المواعين ماسكه ليا. Je vais la laver ce soir. Et tirer un prénom comme ça de l'histoire ancienne, au moment où le problème de la langue se pose, c'est l'engager dans son histoire. Amazir, واش كاين؟ وين الوقت هذيك؟ هنا. جيب غطا نشوف راني ما فهمتش مليح. هنا عندك الاقتصاد سوسيو ايكونومي جبت 12 قال لك جيد مليح يعني مليح. عندي Le plaisir d'écrire en français, c'est évidemment quelque chose qui me manque, dans la mesure où en français, je vais très loin عندي تلميذ مؤدب dans la recherche d'un langage. Et il est vrai que ça me manque, ça. كلش. Mais la vie est faite de choix. عندي تري بون ترافاي بعدي فهمتها صح. Quand je pense que la langue que je possède le mieux, c'est le français. La langue que j'utilise actuellement le mieux, c'est l'arabe populaire. Je me rends compte qu'il me manque l'essentiel. Tamazirt. Au fond, je suis encore un analphabète. Ma vie d'écrivain, au fond, n'a pas réellement encore commencé. J'espère que mon fils fera ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire qu'il s'exprimera en tamazirt. C'est seulement à ce moment-là, je crois, qu'on pourra parler de littérature algérienne au sens plein du terme. Voilà, moi à chaque fois que je vois cet extrait, déjà moi-même je suis émue parce que j'avais passé cet extrait lorsque j'avais invité son fils Amazir Kateb dans cette même émission C'est son show et il avait les larmes aux yeux. Donc votre réaction, Madame Najat Redda, Madame Berarhi aussi? Oui, effectivement, c'est très émouvant. Puis tout le monde sait quel était le lien très fort qu'il y avait entre les deux et combien Amazir a été, sur certains aspects, le père de son père.
Oui. Il a été vraiment quelqu'un de remarquable de ce point de vue-là. Et puis, Kateb soulève le problème vraiment qui est le problème central du champ culturel algérien, celui des langues. Et puis, bon, on sait très bien que historiquement, il y a un traumatisme linguistique en Algérie qui est très difficile à surmonter, que les points de vue sont très divergents, que les conflits sont toujours vivaces. Et bon, comme il a fait des choix d'écrivain qui étaient aussi des choix existentiels. Oui. Et donc voilà, on parlait tout à l'heure de Mohamed Dib, c'est celui qui a creusé son sillon d'écrivain de langue française, mais en pliant la langue française à son algérianité, mais il a creusé ce sillon au maximum. Tandis que lui, il a changé le fusil d'épaule chaque fois qu'il jugeait que c'était nécessaire pour son public. Oui. Vous partagez l'avis de Oui, tout Madame à fait, Frida ? tout à fait, absolument. Et justement, c'est ce qui fait l'originalité de Kateb. C'était l'un des premiers qui a, avec bien sûr tous les écrivains, mais lui c'est beaucoup plus prononcé, pour toucher la culture dans son point d'origine. Hein, voilà. Et à partir de là, ben, découle tout son propos, toute son argumentation et sa réflexion autour de cela. Très bien. Alors, Madame Frida, vous aviez demandé aussi à ce qu'on vous propose aussi la musique de son fils. Dans cette même émission, il avait chanté un petit morceau que je vous présente et que je vous invite à suivre. Regardez. الأقرب نضرب ونهرب يا نوى الأقرب يا نوى الأقرب زيد زيد قرب يا نوى الأقرب يا نوى الأقرب نضرب ونهرب يا نوى الأقرب يا نوى الأقرب زيد زيد قرب زيد زيد قرب زيد زيد قرب وزيد زيد قربا زيد زيد قربا Pareil au scorpion, toute colère d'or, j'avance avec le feu du jour. Pareil au scorpion, toute colère d'or, j'avance avec le feu du jour. Et le premier esclave que je rencontre, je le remplis de ma violence. Et le premier esclave que je rencontre, je le remplis de ma violence. Je le pousse en avant, ma lance déployée, et que la verve des scorpions le prenne. Et que le vent du feu l'enlève, chaque jour plus léger, chaque jour plus léger. Chaque jour plus léger, chaque jour plus léger. Chaque jour plus léger, chaque jour plus léger. Chaque jour plus léger, chaque jour. يا نوى الأقرب نضرب ونهرب يا نوى الأقرب يا نوى الأقرب زيد زيد قرب يا نوى الأقرب يا نوى الأقرب نضرب ونهرب يا نوى الأقرب يا نوى الأقرب زيد زيد قرب زيد زيد قرب زيد زيد. Voilà, je ne sais pas si c'est votre univers musical, mais en tout cas, c'est ce que chante Amazigh Kateb. Voilà, c'est son style aussi de musique. Oui.
Je ne peux pas dire que ce soit mon univers musical, ce serait plutôt davantage celui de ma fille. Oui. C'est ma fille qui m'a initiée à cette musique-là. Moi, je suis beaucoup plus vieux jeu que ça. Oui, mais pourtant, Amazir a quelque part suivi les traces de son père, oui, mais d'une autre manière. Oui. Comment dire, le brassage des cultures et cette tentative de faire une synthèse et d'aller de l'avant. Hein, ce n'est pas seulement un problème de synthèse, c'est aussi un problème de projet et un projet qui soit ouvert sur le monde entier. Et ça, c'était bon. C'est le projet de son père, c'est celui des intellectuels des années 50 dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont accompagné la guerre d'indépendance. Très bien. Alors, Madame Beralhi, avant de nous quitter, vous avez un livre entre les mains déjà. Ah oui, je tenais à vous dire, c'est pour dire, c'est un livre, enfin, c'est en 2015, à l'université, je tenais à ce que l'on rende un hommage à Najet et à Christiane Chollet-Achour, puisqu'elle faisait partie de... Et donc, je tenais à vous l'offrir. Ah, merci. Hein, donc, vous le garderez, vous allez le consulter. Je vais le garder précieusement. Voilà, donc, merci beaucoup, c'est un très beau cadeau, merci. Et, parlant des hommages, je voudrais quand même vous faire part d'un événement qui, j'espère, aura lieu quand même s'il est retardé. C'est l'Institut du monde arabe qui se préparait pour venir ici à Alger et rendre hommage à Najet. Alors, vous pouvez mesurer l'importance de l'événement quand c'est l'IMA qui se déplace, n'est-ce pas, à Alger pour... c'est dire que j'ai de la chance aujourd'hui. Vous avez de la chance et aussi ça dit toute la notoriété de Najet. Voilà, il fallait dire, bien sûr, avec les événements que nous traversons, ça a été différé. Reporté. Mais je pense que l'IMA viendra pour honorer Najet. Eh ben, je l'espère. Voilà. Et bonne continuation dans le théâtre. Merci à vous. Et je vous remercie vous pour l'initiative que vous avez eue. C'est tout mérite pour Najet. Merci beaucoup. Voilà. Vous allez céder la place à un chroniqueur qui va venir nous rejoindre. Alors lui, vite, Riyad, voilà, il fait son entrée dans l'émission C'est son show. On va d'abord le tester pour voir si on le garde ou pas. Non, je plaisante. Normalement, il devrait faire partie de l'émission. Installe-toi, Riyad. Alors, il s'agit de Riyad Sadoun, que je vous présente, Madame Najet Khedda. Bonsoir, Riyad. Bonsoir, Lydia. Madame Khedda, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Pas de quoi. Ça va, cool, hein? Ouais, cool. J'essaye. Il est habitué à la radio, lui, mais la télé, c'est une autre paire de manches, mais c'est la même chose. C'est une nouvelle expérience. Exactement. Et ben, bienvenue dans l'équipe. Merci, comme tu viens de l'annoncer, donc je vais essayer de faire une petite chronique de quelques minutes. Donc on se remet dans le contexte. Je suis chez moi, je reçois le nom de l'invité, j'ouvre mon PC, je commence à faire quelques recherches sur YouTube, Google, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et là, j'ai l'impression d'être Karim Amiti. Ça ne parle que de Mouloud Faraoun, d'Abdelkader Alloula, de Mohamed Dib. Madame Khedda a consacré sa vie, l'ensemble de ses œuvres à la grande maison. Ben, mis à part l'imaginer dans le rôle de Lala Aînée, je ne vois pas ce qu'il y a de vanable là-dedans. Madame Khedda a passé sa vie entre Alger, Montpellier. Elle a animé des conférences, elle a donné des cours à l'université, elle assiste à des vernissages et bien sûr, aucune trace sur les réseaux sociaux, ni Facebook, ni Instagram, même pas Snapchat. Alors je me suis dit qu'on va aller vers le côté musique. Eh bien, en musique, elle écoute de l'andalou, elle écoute du Leila Borsali. Je suis désolé, moi quand j'écoute du Borsali, j'admire et je me tais, je ne fais pas de vanne. À la limite, elle aurait écouté une autre musique populaire, ou Yaté, pour ne citer personne. Ben non, ce serait éclaté. À la limite, Lilian, on aurait eu un invité, un personnage public qui se vante d'avoir fait des études avec une certaine chancelière qui elle-même a démenti. Là, il y aurait eu de la matière. On aurait eu comme invité une personnalité qui aurait pu nous répondre à la question existentielle des Algériens. Combien de pots de yaourt avons-nous le droit de manger par jour? Là, on se serait marré. Eh ben non, rien de tout ça. À la limite, on aurait eu des youtubeurs, youtubeuses, je ne sais pas si vous connaissez, ben là, ils auraient pu nous répondre sur la fameuse phrase
Bonjour tout le monde, bonjour mes loulous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pas du tout le même niveau. Et je reviens dans 2 minutes pour vous redire la même chose. Ouais. Ben, s'il vous plaît, madame, pour les prochaines fois, essayez d'avoir tout le temps votre smartphone à portée de main. N'hésitez pas, quand vous êtes au restaurant, prenez votre assiette en photo. Quand vous animez des conférences, essayez de prendre les gens en vidéo, faire des lives. Et bien sûr, le conseil que je vous donne, quand vous êtes dans un avion, vous prenez en photo votre billet, votre passeport, sans oublier de mentionner quelque part dans le monde. Et là, je pense, Lilia, que le Salon du Livre pourra avoir sa youtubeuse attitrée. Bravo. Merci, madame. Bravo, mais... Pas quoi? Franchement, pour une première, je valide. J'espère à la semaine prochaine. Au revoir, madame. Avec plaisir. Voilà, c'était un petit peu, si vous voulez, un portrait assez décalé. Ça vous a plu, madame Najat Redda? Oui, ça m'a beaucoup amusé parce que effectivement, moi-même, je suis décalée par rapport à l'époque de ces jeunes là qui sont sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je m'y perds. Franchement, je m'y perds. Et j'avoue que je n'ai pas le temps. Oui, c'est vrai. Alors que d'autres l'ont. Voilà, ben ne oui, font que ça, mais, toute la journée. C'est aussi des choix, c'est des choix de vie. Très bien. Alors, merci beaucoup Riyad Sadoun, on te retrouvera avec plaisir dans 15 jours. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voilà, écouter un petit peu de musique, puisque vous teniez à écouter ce soir un petit morceau de Hizia. Et vous allez nous dire juste après pourquoi. Écoutez, c'est cadeau pour vous, madame Redda. Merci. سكنت تحت الخدود ناري مكدية وقلبي سافر الضمر حيزية حصرها على قبيل كنا في تاويل كنوار العطين شوان قذية ما شفنا من بلاد كظل الخيال صدت جدي الغزال بالزهد عليا إذا تمشي يبان تسلاب العقل أختي باين محل راشق أمية جاب العسكر معاه والقومة نورا طلبت ملقاه كل واحد بهدية ناقل سيف الهنود قيومي باليد يقسم طرف الحديد واللي صمية ما قتل من عباد من قوم الفساد يمشي مشي العناد بالفانتازية وقلبي سافر معلي رحلت من الدنيا ما نشكر شي الباي جدت يا غني بنت احمد بين الباي شكري وغنايه طلقت ممشوطة بروايح كفاح حاجب فوق الماح نونين برية عينها قرد الرصاص مربوطة عالساس سوري قياس في دين الحربية عينها قرد الرصاص مربوطة عالساس سوري قياس في دين الحربية Voilà, donc Khalif et Ahmed Allah yarhamou, rien que pour vous, Najat Redda. Moi, j'aurais jamais pensé que vous écoutiez du Khalif Ahmed. Oui, de toute façon, c'est de mon époque, hein, il faut dire. Oui, mais je pensais que vous étiez beaucoup plus penché sur la musique andalouse. L'un n'exclut pas l'autre. Oui. Mais je dois dire que les musiques populaires, de façon générale, à la fois la musique du Sud était très écoutée à Sidi Bel Abbès où j'ai grandi, enfin où j'ai fait passer une partie de ma vie. En plus, c'était une des musiques qui était très appréciée par Béchir Hadj Ali
dont on sait qu'elle était le grand musicologue, il était. Et c'est lui, à vrai dire, qui m'a incité à écouter l'anqa. D'accord. À écouter des choses comme ça. C'est quelqu'un qui avait, je crois, l'oreille absolue. Oui. Grand homme politique, grand poète méconnu. Voilà. Et aussi musicologue de grand talent. Et c'était un vrai frère pour mon mari, donc on se voyait énormément. Régulièrement. Et donc je pense que, moi qui n'ai pas beaucoup d'oreilles, même très peu d'oreilles, je pense que toute ma formation musicale, je la lui dois. Très bien. Voilà, c'était donc cadeau pour vous, Hizia, mais il y a encore une petite surprise, enfin une petite ou grande, je ne sais pas, ce sera à vous de juger, mais une surprise dans quelques instants. On va accueillir tout de suite, puisque la transition est encore une fois toute faite, puisqu'on parle de poésie, et l'invité qu'on va recevoir est poète aussi, n'est-ce pas? C'est votre choix et vous avez décidé de l'inviter, alors c'est monsieur Abdoun, Ismaël Abdoun, exactement. Qui a été mon condisciple. Nous avons fait nos études ensemble, nous avons enseigné ensemble et nous sommes amis. On va l'accueillir tout de suite. Venez, monsieur Abdoun. Tfaddal. Asseyez-vous. Comment ça va, monsieur Abdoun? Ça va, merci, ça va. Merci d'être là. Je vous remercie aussi. Ah oui, le chapeau, hein, ça fait très... Oui, parce que j'ai la calvitie et m'enrhumé avec le froid. D'accord. Alors, je vous pose la même question que tout à l'heure, Madame Khedda. Pourquoi vous avez choisi cet invité? Donc, vous avez donné la moitié de la réponse, hein, que c'est votre ami. Une très, très longue amitié. Nous avons été sur les bancs de la fac pour notre licence ensemble. Nous avons été surtout très, très proches à l'école normale supérieure. Tout un groupe, hein, on formait tout un groupe où il y avait Melk Alloula, lui et moi, qui faisions un trio à l'intérieur du groupe qui était plus large. Et donc, bon, comme nous avons fait les mêmes études, et que nous avons par la suite enseigné, pareil. Donc voilà, c'est l'histoire d'une longue amitié. Très bien. Une amitié de combien d'années? Oh là là, je compte plus parce que ça... Bon, on s'est rencontrés en 1964 à l'université. Lui venait de son sud, c'était le Saharien qui monte, comme disait le directeur de notre école normale. Et moi, je venais de Sidi Bel Abbès, où j'avais déjà enseigné pendant 6 ans et où je retrouvais des petits jeunots qui venaient d'avoir leur bachot. Et nous avons passé le concours d'entrée à l'ENS. C'était la première année. C'était l'ouverture de l'école normale supérieure. Nous étions en tout et pour tout une quarantaine d'étudiants, toutes disciplines confondues, physique, maths, philosophie, lettres. Tout ça a été, et puis filles et garçons. C'était une école de la mixité, très bien gérée par tout le monde, et vraiment une période assez idyllique. Alors, monsieur Ismaël Abdoun, quand on est ami de Najat Khedda, ça fait quoi? Ça nous apporte quoi dans la vie? Elle vient de vous le dire, c'est pas une amitié comme cela. Hein. Moi, j'étais parmi donc ce petit groupe de jeunes bacheliers, c'est en 64, ça remonte à loin. Normalien, première grande école avec l'ENA. Il faut préciser que cette époque-là, l'école normale supérieure avait été, grâce à son directeur de l'époque, très cultivé, avait une convention avec l'école normale supérieure de la rue d'Ulma. D'où est sorti Jean-Paul Sartre et tout ça. Donc nous étions les Golden Boys de cette période. Hein. Et notre pays nous a donné par la suite des bourses. Hein. Sorbonne, on était à la Sorbonne ensemble, d'autres, toutes les disciplines, hein, en Russie, en Angleterre, en Amérique et tout ça. Et donc ce noyau, une quarantaine, l'école normale supérieure, d'élite, j'ai dit, jumelé pour les normaliens, jumelé avec l'école normale, enfin, convention avec l'école normale supérieure. Ce qui fait, je retrace un peu la mémoire. Ce qui fait que cette quarantaine de normaliens, nous recevions, comme à l'école normale supérieure de Paris, les professeurs à l'école normale supérieure, l'école normale, ils venaient, nous fréquentaient la faculté, mais ils venaient à l'école normale nous donner des cours supplémentaires, de renforcement. Ce qui fait que les normaliens, c'était un prestige. Nous étions les meilleurs dans toutes
toutes les disciplines. Et autour des littéraires, et même pas simplement littéraires, Najat était un peu plus âgé que nous, on s'est passé avec l'âge, nous sommes devenus des papis de ma vie, mais c'était notre aîné. Et votre grande sœur. Attendez. Je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est plus que cela. Et donc, autour d'elle, il y a eu tout un groupe de garçons et de filles autour d'elle. Et elle nous dirigeait et on nous appelait les enfants à Najat. Oui, carrément. Donc c'était la maman. Oui. Alors il y avait des naturalistes comme Khalfallah, comme Aziz, Allah yarhamou, de toute la région d'Algérie. Moi je venais de l'Bayt de Béchar. Alors oui, l'expédition. C'est très éclectique. C'est très. Aziz, Qassid, Tahar, Allah yarhamou, brillantissime, Ali El-Kinz, Bennaoum, Amina Bekat, grande professeure. Oui, Amina Bekat. Elle s'appelait Azza à l'époque, Leila Belhadjouri, qui encore d'autres. On avait beaucoup, on ne peut pas tous les citer. Alors ce qui fait. Non, ça c'est le groupe des enfants à Najat. Vous voyez? C'est notre groupe, les enfants à Najat. Donc naturalistes, chimistes, littéraires, philosophes, historiens, les enfants à Najat. Ce qui fait qu'elle a créé une sorte de famille d'élection, de fratrie, de famille d'élection. Certains sont partis, sont morts, etc. Et ceux qui restent, alors c'est plus qu'une grande sœur, c'était le moment, quoi. Enfin, ça avait passé avec l'âge, maintenant moi je suis un papy, je suis grand-père déjà. C'est émouvant d'écouter ça, ce genre de témoignage. Et moi c'était exceptionnel, parmi nos sœurs, il y a une sorte d'exception. J'ai connu, grâce à Malk Alloula, et Allah yarhamou aussi, qui était notre aîné d'ailleurs, était un peu plus âgé que Najat, brillant, il m'a fait connaître Mohamed Khadda. Alors, ce qui fait que j'ai connu Mohamed en 68, à la fin de ma 80e école normale, j'ai connu Mohamed. On a connu, et ensuite, bon, Najat a connu Mohamed, ce qui fait que j'étais dans le groupe des Khadda. Moi, par rapport aux enfants de Najat, j'étais l'exception. Vous étiez le privilégié. Alors, j'étais l'enfant de Mohamed Khadda, de Abdelkader Alloula, qui venait de Bachar Hadjali. J'ai connu tous ces gens-là, et moi, j'étais un peu le gavroche là-dedans. J'étais turbulent, j'étais jeune, bidé, je baladais. Très bien, en tout cas, c'était des moments. L'enfant gâté, quoi. Vous avez eu la chance, en tout cas. J'étais un peu, parmi les enfants de Najat, moi j'ai été un peu l'enfant gâté du groupe même. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Oui. Oui, moi, c'est une époque vraiment bénie du ciel. Les plus belles années de ma vie. C'était une très très belle époque. Je regrette beaucoup que Amina Bekat n'ait pas pu venir. Elle est partie, elle a dû partir. C'est ça, elle a dû partir. Mais vraiment, bon, elle, c'est une amitié qui remonte même avant, parce que nos familles étaient déjà liées, étaient amies, puisque ses parents, son père était avocat à Sidi Bel Abbès, en même temps que mon père était administrateur. Et donc, les familles se connaissaient. Elle, c'était une très jeune, c'était peut-être la plus jeune parmi les étudiants de l'école normale de l'ENS. Brillante, gentille, jolie, toutes les qualités, quoi. Et voilà, et donc... ça reste une époque exceptionnelle. Voilà. Et puis, ça reste une amitié très solide. Très solide. Et malheureusement, bon, on a été privés d'un certain nombre d'entre nous qui sont décédés, qui sont morts, et voilà. Et puis, disons que c'était une époque très particulière. Je pense que tous les vieux disent ça. À propos de leur jeunesse. Mais je pense que pour l'Algérie, c'était une naissance, et une vraie naissance au sens propre du terme, parce que c'était tous les possibles étaient ouverts. Voilà. Très bien. Et qu'un petit genou comme Abdoun soit à tu et à toi, avec de grandes pointures comme Béchir Hadjali, comme voilà, des gens qu'il rencontrait, qu'il croisait dans l'atelier de Mohamed Khadda, ça ne se reproduit plus, vous voyez. C'était pas, il n'y avait pas de rapport, il y avait certainement un rapport un peu paternel de la part des aînés, mais il y avait aussi des rapports d'égalité. Toutes les personnes qui ont connu cette époque savent que l'enthousiasme des premières années d'indépendance était quelque chose qui était très porteur, mais surtout c'était une période où on avait affaire à une vraie naissance de quelque chose qui s'annonçait comme étant très grand.
et où tous les possibles étaient ouverts et où les gens avaient une sorte de soif d'apprendre et de soif de créer. Les plus jeunes n'étaient pas de reste. Les plus jeunes fonçaient. Il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas de limitation. Et puis il y avait une sorte de rapport d'égalité entre les aînés et les plus jeunes. Qui faisait que la stimulation allait dans les deux sens. D'accord. Alors, on va écouter un petit peu de musique, si vous le voulez, parce que tout à l'heure, on a écouté, donc c'est vous qui avez souhaité écouter donc Hizia. Oui. Donc, la Hizia que vous avez connue à votre époque, et à l'époque de beaucoup de personnes qui nous regardent. Mais moi, personnellement, la Hizia que j'ai connue, c'est avec le groupe qui est juste là derrière, qui est un excellent groupe, qui n'a plus rien à prouver en matière de musique, en matière de composition, puisqu'il célèbre, c'est combien d'années de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils existent. Alors eux aussi, par exemple, ils ont aidé beaucoup d'artistes qui aujourd'hui sont connus. C'est eux qui les ont lancés, c'est eux qui les ont encouragés, c'est eux qui leur ont fait enregistrer même des albums. Et ils sont tellement modestes par rapport à leur carrière que moi je les adore. Et ils ont repris justement Hizia, mais à leur manière. Donc je vous invite à les découvrir. Il s'agit de l'excellentissime groupe Dzaïr. Allez-y les gars. عزوني يا ملاح في رايس الملاح سكنت تحت الحوت ناري مكدية عزوني يا ملاح في رايس الملاح سكنت تحت الحوت ناري مكدية إذا تمشي قبال تسلب العقال بنت أحمد بالباي نوني وقدايا إذا تمشي قبال تسلب العقال بنت أحمد بالباي نوني وقدايا قلبي سافر معك دمر حزية قلبي سافر مع حزية حطوها في الأقبر والشاج مع الشهر تضوي ذي القمر في ليلة عشرة يا حفار القبور أحفار بالنية ما ترمي الصخور على حزية قلبي سافر معك دمر حزية قلبي سافر على حزية
قلبي سافر معاه قلبي سافر. Bravo, bravo. Bravo. Excellent groupe Zel. Merci beaucoup, Hakim. Merci, on vous retrouve tout à l'heure pour un deuxième passage. Merci beaucoup pour cette excellente reprise. Moi, j'adore la reprise rock de Hizia. Ah, ça change, hein non, mais c'est vraiment formidable parce que c'est comme ça aussi qu'on fait vivre le patrimoine. Oui. C'est pas seulement l'archivant. Il faut l'archiver, mais il faut le faire vivre. Oui. Et il faut lui redonner un nouveau souffle. Et franchement, bravo pour ce que vous faites. Bravo, bravo. Merci beaucoup, Hakim, Hicham. Je connais Hakim, Hicham et les autres. Voilà. Et les autres. À tout à l'heure. Merci. Alors, monsieur Abdoun, merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, c'est très bien. Tout le plaisir est pour moi. Ce témoignage. J'espère que votre amitié va encore durer, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis, vous êtes toujours à l'université? Ah, toujours. Toujours, hein? Oui, toujours. Oui. Je ne vais pas tarder à prendre ma retraite peut-être, mais... Et faire du théâtre ou de la musique. Oui, la musique j'aimerais bien, mais je suis tout le temps dans la poésie, alors je suis largement... je suis professeur de poésie. Exact, oui, je sais, vous êtes poète, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et oui, ça me dirait de faire un peu de musique très bien. Après la retraite. Hein. La poésie va très bien oui, avec ça va ensemble, la musique. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci énormément. Et vous allez céder la place à la dernière invitée de Najat Reda ce soir. De la poésie, on va laisser place à la musique et la poésie aussi. Il s'agit de Lila Boursali. Bonsoir Lila. Bonsoir. On s'habitue au plateau, hein. Pardon? On s'habitue au plateau. Oui. Ça va devenir une tradition entre nous deux. Moi, j'aime beaucoup Lila Boursali. Et je vous remercie d'ailleurs, Madame Najat Reda, de l'avoir encore une fois invitée. Et dans votre émission, pourquoi Lila Boursali? C'est pas votre génération, Lila Boursali? Sa maman était pas tout à fait de ma génération, plus jeune que moi. Sa maman a été mon étudiante. Ensuite, nous avons été collègues. Nous avons beaucoup collaboré. Et nous avons surtout collaboré autour de la sauvegarde et de la diffusion de l'œuvre de Mohamed Dib, puisque vous le savez, Sabih Abed Mansour, la maman de Lila, est la présidente de l'association La Grande Maison. Oui. Et en ce moment, elle travaille énormément pour préparer pour l'an prochain la commémoration du centenaire de Mohamed Dib. Très bien. Et donc c'est comme ça que j'ai connu la Fifi, que j'ai connu toute la famille au demeurant. Et que j'ai tout de suite été séduite par la qualité de sa voix. Et puis bien entendu, nous avons eu l'occasion d'en parler, d'en discuter. Et ce que je peux dire de Lila, c'est qu'elle associe à la fois le sens de la sauvegarde et le sens de la rénovation. Tout à fait. Elle a trouvé la bonne recette. Les deux choses vont ensemble. Et je crois que c'est plus qu'une recette chez elle, c'est vraiment un besoin fondamental. Je crois qu'elle a été nourrie de cette musique et qu'elle y apporte sa vision personnelle et sa sensibilité personnelle. Et j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Lila Boursali? Ça me laisse quand même sans voix parce que c'est vraiment, quand j'ai eu ma tata, parce que c'est ma tata, au téléphone, je lui ai et que j'ai su que j'étais invitée donc à cette émission. Je lui ai dit que c'était beaucoup d'honneur pour moi et elle m'a sermonné en me disant non, il ne faut pas dire beaucoup d'honneur parce qu'on est entre familles. Alors bon, je le dis sans le dire, c'est beaucoup d'honneur pour moi d'être là et je suis un peu intimidée. Et puis je voudrais dire que Madame Najat Reda, je ne sais pas si elle s'en rappelle d'ailleurs, elle a été, vous savez, dans la vie d'un artiste, quand on commence, il faut toujours la première personne qui vous donne ce petit coup de pouce, vous savez, qui vous ouvre les portes. Et je me rappelle quand j'ai sorti mon premier album, je l'ai eu au téléphone et je voulais en fait passer à la radio pour présenter mon album. Et c'est elle qui m'a donné cette clé pour que je puisse présenter mon travail. Et voilà, donc aujourd'hui, je la remercie d'abord pour ça, mais pour
tous les messages de soutien et d'encouragement qu'elle m'a envoyés pendant toutes ces années. Donc ça fait 10 ans. Quand même. Déjà. Et elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours appelée après des concerts importants ou des émissions importantes. Et voilà, et je la remercie parce que dans ce domaine de créativité, de création, et en fait, on se met un petit peu à nu. On a besoin, on est très fragile et on a besoin toujours d'un mot d'encouragement de personnes qui ont du poids. Voilà. Et vraiment, je la remercie pour ça. D'accord. Vous allez la remercier autrement, en chantant quelque chose en a cappella. Je l'exige. Là, ce sera un très joli remerciement. N'est-ce pas, Madame Khedda? J'apprécie énormément. Elle est d'accord avec moi. Alors, comme je ne peux que essayer de donner un petit peu du sens à ce que je vais chanter, j'aimerais lui chanter un petit morceau de Sidi Boumedienne. Et je pense que ça lui fera plaisir. Absolument. Ça nous fera tous plaisir. Alors, ce texte dit متى يا عرب الحي عيني تراءكم ونسمع من تلك دياريني نداكم متى يا عريب الحي عيني تراكم ونسمع من تلك دياري نداكم أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم. Bravo. C'est beau, hein? C'est très beau. Elle a une très très belle texture de voix qui est très chaleureuse. Et puis, comme je vous disais, moi j'apprécie énormément les artistes qui travaillent en même temps avec leur tête et avec leur cœur. Il y a quelque chose qui m'exaspère dans l'état actuel des choses, c'est des artistes qui veulent, qui considèrent que la spontanéité ça suffit, ou qui considèrent que c'est leur trip qui font la valeur de leur... Alors que tous les vrais artistes savent qu'il y a du talent au départ et beaucoup de travail par la suite. Mais Lila travaille, voilà. Travaille, elle ne s'arrête pas de travailler. C'est vraiment un bourreau de travail et je sais qu'elle a passé des moments affectifs très difficiles et elle a surmonté, je crois que c'est une très belle façon de faire sa résilience. Très belle. Émue. Oui, je vous sens émue. Bien sûr que je suis très émue. Vous savez, Madame Nejat Redda, je l'ai connue toute petite. D'abord, j'aurais jamais cru qu'un jour, on m'aurait dit qu'un jour je me retrouverais ici dans une émission face à elle et avec tous ces compliments qu'elle me fait, je l'aurais pas cru, bien sûr. Je devais avoir peut-être 10 ans ou 11 ans quand je l'ai vue pour la première fois. Et donc, c'est évidemment que je suis très très émue par ces paroles. Et voilà. Et vraiment, enfin, entre elle et ma famille, déjà, c'est vraiment une relation, on est très proches. Très élective. Voilà, et avec mes parents, ma maman, voilà, donc c'est normal que je sois émue en entendant ça. Y compris le papa, en attendant. Oui, papa aussi, oui. Souvent, il dit, avant, on me disait, vous êtes le mari de Madame Ben Mansour, aujourd'hui, on disait, vous êtes le papa de Lila Borsali, donc... voilà. Mais ils ont une très grande importance dans nos vies parce qu'ils ont cette faculté précisément de porter les choses et de s'effacer. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et je sais que tout ce que peut faire Sabeha dans son association,
c'est parce qu'elle est secondée, soutenue, et par sa famille. Très épaulée. Et puis, il faut dire ce qui est. Ce n'est pas très courant dans notre société que les maris soient en arrière-plan et soutenant l'activité de leur femme. J'espère qu'il y en a de plus en plus et que ça va changer. Et à mon tour, eux, les deux me soutiennent. Donc puis bon, ils m'ont apporté d'abord l'amour de la musique, mais aussi cette manière, comme tu le disais tout à l'heure, cette manière de voir la musique d'une manière intellectuelle. Voilà. Essayer d'intellectualiser mon interprétation. Merci beaucoup en tout cas Lila d'être venue. Merci à vous de l'avoir invitée ce soir. C'est toujours un plaisir de recevoir Lila Boursali et qu'elle a eu elle aussi son émission dans ses shows. Elle l'a eu à Tlemcen en plus. Donc voilà, on s'est déplacé carrément à Tlemcen pour elle. Donc à très bientôt Lila. À très bientôt Lila. Merci beaucoup, à très bientôt. Madame Najat Redda, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller vers un exercice, on va dire très intimiste, une interview assez spéciale, c'est l'interview du miroir. Vous voulez ? Je fais ce que vous me demandez de faire. Très bien. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous déplacer là-bas dans le siège qui est juste derrière vous. Non, derrière, complètement derrière. Non, je vous demandais... Oui, on n'a pas encore terminé. Hein. On va faire juste l'interview miroir. Ça s'appelle le face-à-face. On y va tout de suite. C'est le face-à-face de Najat Redda. On y va. Alors, je crois que j'ai fait tomber quelque chose. Rien du tout. Je dois le mettre dans ma poche. Voilà. Installez-vous. Ici. Oui, installez-vous. Voilà, maintenant vous allez tout voir de l'interview du face-à-face, comment ça se passe. Donc vous avez un miroir, bien sûr, qui est en face de vous. Et je vais vous poser des questions et vous y répondrez en face de ce miroir. Vous êtes d'accord? Allons-y. Très bien, on y va. Je joue le jeu. Najat Redda, comment vivez-vous votre âge aujourd'hui? Écoutez, je suis un peu agacée de voir que la vieillesse est arrivée plus tôt que je ne le pensais. J'ai tellement de choses à faire que je suis agacée d'être ralentie. Avez-vous peur de mourir? Ni oui ni non, des fois. Pensez-vous que vous avez eu une belle vie? J'ai eu une vie très pleine, avec beaucoup de bonnes choses et avec des coups durs. Y a-t-il une chose que vous auriez aimé faire ou réaliser et que vous n'avez malheureusement pas pu faire? Beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai encore un programme dont je ne viendrai pas à bout. Quelle a été votre plus belle fierté? Ma fille. Quelle a été votre plus grande réussite? Ma fille. Quel a été votre échec? Oh, j'en ai eu pas mal et surtout le ralentissement de ma carrière pendant les années noires. Pensez-vous avoir tout dit et tout fait pour faire connaître Mohamed Dib et son œuvre? Je pense que j'ai fait le maximum. Je pense que que la postérité tranchera. Êtes-vous une personne solitaire ou avez-vous appris à l'être? Je peux me suffire à moi-même, mais j'aime beaucoup la compagnie. Comment avez-vous vécu le décès de votre époux? Tragiquement. Vous arrive-t-il de lui parler de temps en temps? Souvent. Pensez-vous que vous avez accompli votre mission, celle de continuer de faire vivre les œuvres de Mohamed Redda? Pas suffisamment, mais pas par ma faute, c'est le contexte qui n'est pas porteur. Qu'aimeriez-vous lui dire aujourd'hui? Qu'il manque beaucoup au champ culturel algérien. Quelle est la chanson ou la musique qui vous fait penser automatiquement à lui? Jacques Brel. Arrêterez-vous un jour d'écrire ou de faire des recherches? Oh, j'espère que non. Que représente pour vous le mot enseigner? Ça a été la passion de ma vie, j'adore le rapport pédagogique. Êtes-vous aujourd'hui une femme heureuse? Ni malheureuse, ni heureuse, j'ai des manques. Quelle est la personne justement qui vous manque le plus aujourd'hui? Ma mère, ça a été vraiment un phare. Mon mari évidemment, et puis l'éloignement de ma fille un peu. Que peut-on vous souhaiter, Najat Redda?
d'accomplir ma tâche, de boucler le catalogue raisonné des œuvres de mon mari et de boucler la biographie de Mohamed Dib. Merci Najat Khedda d'avoir répondu au face-à-face. Merci. Cet exercice est à présent terminé. Merci. Merci Najat Khedda. Je vous invite à reprendre place parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc on y va ensemble. On va d'ailleurs faire peut-être un arrêt sur les livres que vous avez ramenés parce qu'on n'a pas eu le temps de les montrer. Donc quelques mots sur ces livres, si vous voulez, venez ici. Voilà, j'ai apporté quelques catalogues. Bon, celui-ci, je l'ai apporté parce que c'était la rétrospective qu'il a faite avant sa mort, en 1983. Et je l'ai apporté surtout parce que tous ces... Enfin, de grands écrivains y figurent, ses amis y figurent. Il y a un texte de Jean Sénac, il y a un texte de Anna Grecki dont je souhaitais parler, bien sûr, parce que c'était une amie très chère et j'ai réussi à publier des souvenirs entre lui et Anna Grecki. Je considère que que c'est une grande Algérienne qui s'est battue, qui a été torturée pour l'indépendance de l'Algérie et qu'on ne lui rend pas suffisamment raison, qu'on ne lui rend pas suffisamment justice pour toute son œuvre. Donc il y a Béchir Haj Ali, il y a Melk Alloula, il y a Rachid Boujdra, il y a enfin tout ce monde-là. Et bien sûr, Mohamed Khedda. Toujours, ça c'est une exposition que j'ai organisée après sa mort à Barcelone. Ah, très belle photo, si on très peut la voir. Très belle photo, oui, de Béchir Haj Ali et de Mohamed Khedda. Voilà. Ils constituent un trio, mais vraiment inséparable. C'était des frères plus que des amis, avec Béchir, Abdelkader Alloula et Mohamed. C'est comme les Brel, Brassens et le troisième, Ferra. Voilà, exactement. Oui. Non, mais ils étaient inséparables. Et Kader, quand il finissait d'écrire une pièce, venait la faire lire à Mohamed avant de lancer la mise en scène. Très bien. Et comme c'est le 25e anniversaire de son assassinat, voilà, ça fait déjà 25 ans qu'il nous manque et c'était vraiment un grand pilier du théâtre. Très bien. Donc je ne sais pas si on a le temps de terminer en musique ou pas. Il faut qu'on me dise au niveau de la régie si on va encore écouter de la musique ou pas. On va écouter de la musique. Très bien. Donc on va inviter le groupe Zaïr une deuxième fois pour nous interpréter leur tout dernier tube. Alors il fait fureur en ce moment. Moi j'adore, je vais vous le faire découvrir. Tout à l'heure on a écouté le titre Hizia. Là on va écouter un autre titre. Je vous invite à bien l'apprécier. Et puis on terminera juste après, bien sûr, l'émission C'est son show. Donc on va appeler le groupe Zaïr en attendant qu'il s'installe. Madame Najat Khedda, il y a d'autres livres aussi. Alors j'étais venue chez vous... dans le labyrinthe du livre, vous avez des livres partout, même dans votre cuisine, il y a des livres dans le couloir, dans les chambres. C'est énorme. Vous en avez combien des livres? Oh, je ne les compte pas. Là, j'ai fait un tri. Et puis, je vais en donner à la bibliothèque du département de français, à la bibliothèque des Glycides. Enfin, je distribue selon aux endroits où il y a beaucoup d'étudiants qui vont. D'accord. Voilà. Mais j'ai beaucoup de livres. Et il y a la bibliothèque. La bibliothèque de mon mari qui devait rester dans le musée Khedda, et comme ce musée Khedda est en suspens, je ne sais pas où est-ce qu'ils iront. Je cherche une solution de rechange. C'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas, vous êtes toujours en train de chercher où placer les livres, les tableaux aussi de Mohamed Khedda, que vous essayez de faire vivre et voyager un petit peu partout dans les expositions. Oui. Tout à fait, je fais des expositions dès que je peux faire une exposition. Bon, là, je vous ai montré ce catalogue, c'était une exposition à l'UNESCO. Il y a une exposition à Barcelone, il y a une exposition à Belfort, en France. Et puis j'ai fait des expositions, des rétrospectives ici au MAMA pour le 20e anniversaire de sa mort. Au musée du Hamma, au musée des Beaux-Arts, avec un très beau catalogue que Madame Orfali avait conçu, mais qui est trop lourd, que je n'ai pas apporté ici. Mais chaque fois que je peux, mais il faut, vous savez, il faut une infrastructure.
Et voilà, je fais ce que je peux. En tout cas, comme on dit, Rabbi yqadrek ou Rabbi yaounek, Inch'Allah, et j'espère que vous allez arriver à atteindre les objectifs dont vous vous êtes fixés et qui ne sont malheureusement pas encore atteints, on va dire à 100%. Ah non, c'est loin, loin d'être atteint à 100%. Si j'arrive à archiver tout ça, et puis je voudrais aussi publier un livre avec tous mes articles, les articles les plus importants de ma carrière universitaire. J'aimerais... Bon, il y a pas mal de choses à faire et c'est vrai que je suis ralentie par mon âge. Eh ben, j'espère que quand même que vous réussirez à le faire. Allez, on va écouter de la musique avec le tout dernier titre du groupe Zahir. Le titre, c'est déjà... Di Hkaya. Ça tombe très très bien. Di Hkaya. Ah oui, on y va avec le groupe Zahir. C'est leur tout dernier titre, excellentissime. Moi, j'adore le clip. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, il existe sur les réseaux sociaux, il existe sur YouTube. Mais nous, on va écouter la chanson ici dans C'est son show.
vous a fait rentrer dans une ambiance très rock. Hein. Absolument. Madame Najat, ça change. Hein. Merci beaucoup Hakim, merci Hicham, merci voilà, Mehdi, Islam et Walid. Bravo, bravo. Moi, je suis fan du groupe Zahir. Et franchement, continuez. On a besoin de votre musique. Moi, je dis toujours que le groupe Zahir, ça me fait rappeler les Pink Floyd. Vous savez, les Pink Floyd, c'est un groupe tellement connu. Dès que vous écoutez les premières notes, vous savez que c'est le groupe Pink Floyd. Groupe Zahir, c'est la même chose. Dès qu'on écoute les premières notes, on sait que c'est ce groupe-là. C'est un lourd fardeau, mais vous en êtes à la hauteur. Je suis ravie d'avoir découvert. Ben voilà, elle est ravie. Merci beaucoup. À très bientôt. Madame Najat Redda, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Donc, on va dire un petit peu ce que vous allez faire dans l'avenir, vos projets, le projet peut-être le plus proche. Le projet le plus proche, c'est la commémoration du centenaire de naissance de Mohamed Dib. Et puis, bon, le projet le plus qui me tient le plus à cœur, c'est de boucler le catalogue raisonné, c'est-à-dire le répertoriage de toutes les œuvres de Mohamed Redda. Donc ce sont 2 gros morceaux. Très bien. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'était un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie. Voilà, une émission qui, je l'espère, aura plu aux téléspectateurs et ils se seront instruits, comme moi. Moi, je voudrais dédier cette émission à la jeunesse algérienne. Voilà. En laquelle vous croyez beaucoup d'ailleurs. Absolument, et plus spécialement aux étudiants algériens, parce qu'on les donnait comme des gens amorphes, dépolitisés, enfin vraiment complètement hors circuit. Et moi, ils m'ont redonné un nouveau souffle de vie par leur détermination, par leur volontarisme. Qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, qu'ils le marquent, bon, peu importe. Ils sont vivants. Exactement. Et ils se manifestent. Tout à fait. Et je les salue. Eh ben, merci beaucoup, Madame Najat Redda. On a un petit cadeau pour vous. Voilà. Tfaddal, arwah. Voilà, donc on vous offre ce très très beau bouquet de fleurs qui, je l'espère. Allez-y, levez-vous comme ça. Je vais vous aider. Voilà, vous pouvez vous lever parce qu'on arrive à la fin. Donc c'est bon, comme ça vous allez prendre votre bouquet. Voilà, donc on vous offre ce très très beau bouquet de fleurs qui, je l'espère, vous a plu. Il a soigneusement été choisi par notre régisseur Hammar. Très très bien. Ça va? Ça vous plaît? Ça me plaît. Eh ben, très bien. Ben, je vous remercie, Madame Najat Redda. Et je vous dis à très très bientôt, je l'espère. Je vous embrasse encore une fois. Et je vous laisse partir. Allez-y, à très très bientôt. Merci. Voilà, donc on arrive à la fin de l'émission C'est son show. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu, qu'elle vous a instruit surtout. En tout cas, nous, on a beaucoup appris avec cette femme exceptionnelle, extraordinaire. J'espère qu'on a été à la hauteur avec Madame Najat Redda qui a encore du boulot devant elle. Et pourtant, elle ne baisse pas les bras et elle va continuer. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe qui nous a donc suivis, qui nous a accompagnés surtout, qui a réalisé cette émission, que ce soit à la régie ou au niveau du car HD3. On se donne rendez-vous dans 15 jours avec une autre personnalité publique qui, je l'espère, sera de votre goût. Et je vous dis d'ici là, passez une excellente soirée avec les programmes de Canal Algérie et surtout, douce nuit.